Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie énormément. Allez nous suivre sur YouTube. On est en train de grandir cette petite communauté-là. Vous pouvez évidemment nous suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, sur toutes les plateformes audio, Apple Podcasts, Spotify. Allez nous trouver, suivez-nous, commentez, partagez, faites toutes ces belles choses-là pour nous aider et on l'apprécie énormément. Salim, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On est déjà à notre deuxième épisode. On a repris à peu près en même temps que les grandes télés, les grandes radios. Ouais, les grands médias. Les grands médias, c'est ça. Alors ça va bien, ça va bien. Très content aujourd'hui parce qu'on a un invité et c'est pas souvent qu'on a des invités ou des députés, des élus en fait du fédéral. On a eu notre ami Alain Reyes, Emmanuel Dubourg, très gentil, des super bons épisodes. Allez les voir si vous ne les avez pas toujours vus. Mais cette fois-ci, on a une visite d'un député du Bloc québécois. Ça fait quand même du bien. Tout à fait, c'est la première fois qu'on reçoit un député du Bloc québécois. On est très heureux que Mario Beaulieu, député de Lapointe-de-l'Île, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour, merci à vous de me recevoir, de me permettre de parler à vous et à votre auditoire et qu'on puisse avoir des échanges, des débats intéressants sur un sujet qui est un peu l'angle mort du débat linguistique au Québec. Absolument, absolument. Puis écoutez, nous, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Et puis, comme vous le savez, on est dans un podcast où toutes les voix viennent discuter et raconter ce qui leur tient à cœur, les sujets fondamentaux pour les Québécois. Et je vous dirais qu'on partage cette passion pour la langue française. Alors, je suis très heureux qu'on puisse en discuter aujourd'hui et qu'on puisse aussi discuter un peu du Québec d'une manière générale. J'aimerais, si vous me permettez, oui, effectivement, je veux qu'on parle de la langue française, très important. On a eu quelques occasions par le passé, surtout avec Paul Saint-Pierre Plamondon, de parler de la langue. Mais je veux quand même retourner un peu en arrière à vos débuts en politique parce que c'était une arrivée en politique un peu bouleversante. Une période où le Bloc québécois, ça n'allait pas si bien. Il y avait une élection générale qui n'était pas si bonne. Là, il y a eu quelques changements. Je veux juste vous entendre parler un peu de cette expérience-là. Vous entrez, c'est la première fois en politique. Vous n'étiez pas encore élu. Là. Vous êtes élu en 2015, mais en 2014, c'était quand même une période difficile, disons ça, pour le Bloc québécois. Moi, j'ai commencé à m'impliquer en politique. J'ai une longue carrière de militant avant ça. Je me suis impliqué, à partir de 92, 93, quand il y a eu le Lac Meach, le référendum de Charlottetown, etc. Puis là, j'ai milité au Parti québécois, au Bloc québécois, la Société Saint-Jean-Baptiste. Moi, le référendum de 80, j'étais là, j'ai pas voté. J'ai grandi dans l'ouest de l'île, dans un milieu plutôt anglophone, fédéraliste. Et à l'occasion du deuxième référendum, là, je me suis dit, le train passe encore une fois, j'embarque. Mais puis, pour revenir à votre question, en 2011, ça a été un peu l'élection catastrophe là, pour le Bloc québécois. Ouais. Par la suite, y a des jeunes qui m'ont approché, qui voulaient... c'est comme si le Parti québécois, le Bloc québécois s'était éloigné peut-être un petit peu du thème de l'indépendance, et même si, il était toujours indépendantiste, tout ça. On m'a approché pour aller à la course à la chefferie. Au départ, j'ai dit non. Puis finalement, je suis embarqué, mais plus pour provoquer un débat. Je pensais pas que je pourrais gagner, mais comme j'avais fait beaucoup le tour du Québec, quand on avait relancé le mouvement Québec français, etc., finalement, j'ai gagné la course à la chefferie. Pendant un bout de temps, on a remonté la côte, puis ensuite, il y a eu une élection, je pense en Alberta, où le NPD avait fait bonne figure, puis là, c'est comme si la vague orange reprenait un peu, on baissait dans les sondages. Puis finalement, il y a eu un sondage qui était fait par Léger, qui indiquait qu'il posait la question « Voterez-vous pour le Bloc québécois avec Daniel Payé, Mario Beaulieu, Gilles Duceppe, Bernard Landry, je pense, qui était encore vivant à ce moment-là. Puis il y avait une nette augmentation, disons, si c'était Gilles Duceppe ou Bernard Landry. Fait qu'on a voulu un peu contrer cette
tendance-là là, en faveur du NPD. Puis, sur le coup, ça a effectivement marché. Parce que moi, j'étais pas là, j'ai jamais eu l'objectif personnellement là, de faire une carrière politique, etc. J'étais avant tout un militant pour une cause, puis la cause sociale d'abord et avant tout. Puis bon, la question de la langue, de l'indépendance, pour moi, c'est une cause d'une question de justice sociale aussi. Mais, puis bon, finalement, Gilles Duceppe, puis on a fait élire 10 députés. Puis, bon, on a continué 2020, 2019, à une autre élection. Donc là, vous le savez, hein, c'est aussi un podcast dans lequel on essaie de faire un peu d'humour. Fait que dans le fond, vous avez échappé à ce débat des chefs où M. Trudeau a appelé M. Duceppe mon amour. C'est ça. Dommage, même Justin Trudeau, il m'a dit ça. Il dit « Ah, Mario, j'aurais aimé ça qu'on fasse le débat. » Bon. Mais c'est aussi par la suite, hein, il y avait tout un bouleversement autour. Je me rappelle, il y avait Martine Ouellette qui avait quitté le provincial pour aller briguer la chefferie, puis ça n'a pas marché. Puis je vous avoue que même moi, on était impliqué en politique en ce moment-là, on a vu des hauts et des bas, je me disais, ça va être difficile pour le Bloc. Je pense que la prochaine élection, c'est peut-être fini, je sais pas. Puis là, quelqu'un avec, Yves-François Blanchet. Nous, on l'a connu à Québec, Yves-François Blanchet, un parlementaire redoutable, franchement. Moi, j'ai beaucoup aimé Yves-François Blanchet à l'Assemblée nationale, tant à l'opposition que lorsqu'il était ministre. Et j'ai dit non, ça va bien aller, si c'est lui. Puis on a vu depuis le Bloc québécois, franchement, une remontée spectaculaire. Tout à fait. Puis bon... Yves-François Blanchet, je me souviens, pendant l'élection, c'était pas toujours évident en 2019. Puis quand il y a eu le débat des chefs, justement, c'est là qu'il a vraiment, je pense, marqué des points. 100%. Puis, lui était un des intervenants là, au Club des Ex. Donc, il avait l'habitude des débats à la radio, tout ça. Puis il était vraiment très bon. Puis bon, par la suite, on a continué. 2021... c'est une élection précipitée, là, mais on a quand même gardé le même nombre de députés. Puis on verra. Vous êtes à combien, là? C'est 32 députés. Ouais. 32. Fait que ça a étonné beaucoup de gens, mais dans le fond, moi, je pense que l'appui de fond, les revendications, disons, historiques là, du Bloc québécois, du Parti québécois, ont toujours eu un appui assez fort dans la population. Donc, c'était dû pour remonter, là, mais finalement, je suis très heureux. Là. Ça a été un peu chaotique. Moi, j'ai été à la chefferie, j'ai laissé ma place à Gilles Duceppe. Ensuite, bon, il est revenu. Lui, il n'est pas resté en place parce qu'il n'avait pas été élu dans son comté. Puis après ça, bon, il y a eu l'épisode Martine Ouellette, tout ça. Finalement, on est allé chercher un candidat à la chefferie qui vraiment a donné un bon coup de main, là. Puis je pense que c'est beaucoup grâce à lui, là, si on a réussi à remonter la pente. Mais dans tout ce trajet-là, il y avait un peu tendance, moi, ce que je voulais, puis beaucoup de militants, c'était de ramener la question de l'indépendance à l'avant-plan, parce que bon, on est là avant tout pour ça, parce qu'on pense que le Québec, c'est pas avantageux pour le Québec d'être subordonné au Canada. Puis c'est un peu ça qui s'est passé au Parti québécois aussi. Si on voit... Il y a eu, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, il a vraiment ramené la question de l'indépendance à l'avant-plan. Au début, c'était loin d'être évident. Là. Ils ont été, aussi, c'est dans les débats là, on a parlé tellement de ça avec Salim et tout l'effet de Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que même là, il y a eu ce réflexe de dire, bon, c'est fini pour le Parti québécois. Puis c'est juste un petit rappel. C'est jamais fini. On peut jamais éviter... on peut jamais dire que, bon, ce parti-là, bon, c'est fini, c'est mort. Il faut jamais avoir ce réflexe-là. Puis, effectivement, Paul Saint-Pierre Plamondon, pour un caucus au début de 3 députés, franchement impressionnant. Là, ils sont 4, sont premiers dans les sondages. Et comme vous avez mentionné, et c'est ce qu'on dit souvent avec Salim, il est retourné à la base. C'est quoi le Parti québécois? Le thème de la souveraineté, etc. Et ça m'a toujours... Je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'il y avait cette période-là, vous l'avez mentionné aussi au Bloc, où
on a pensé que peut-être que la souveraineté, c'est pas la priorité. C'était quoi ce sentiment-là des militants souverainistes de dire que on peut le mettre de côté pour l'instant, ça marche pas? Est-ce que c'était un sentiment qui venait du terrain? Est-ce que c'était les membres qui étaient fatigués? C'était quoi qui se passait? Ben, il y a eu beaucoup d'événements là-dedans, mais moi, je me suis en 95, je me suis impliqué avant tout pour l'indépendance. Ensuite, je suis resté au Parti québécois parce qu'on était passé très proche. Puis moi, au début, j'étais pas sûr. Je me disais, ouf, je trouvais ça très risqué là, de déclencher le référendum, alors que l'appui à l'indépendance n'était pas plus élevé qu'il est en ce moment, tellement. Et par la suite, c'est Lucien Bouchard qui est arrivé. Puis Lucien Bouchard, il y avait une autre optique sur la question de la langue, parce qu'il avait été ministre secrétaire d'État. Je pense que c'est lui-même qui a renouvelé la loi sur les langues officielles avec Brian Mulroney là, en 88. Donc, il y a eu vraiment une collision avec les militants. Par la suite, on nous disait, oui, on va peut-être faire un autre référendum, la souveraineté. Je me souviens, à un moment donné, chaque année, c'était l'année de la souveraineté. C'est ça, ouais. Au Parti québécois en 97, 98. C'est comme le Canadien de Montréal. Hein? Chaque année, ça sent la coupe, puis chaque année, on finit sur le golf. Là. Finalement, c'est jamais arrivé. Il y a eu un deuxième mandat où M. Bouchard a plutôt mis disons l'emphase sur les fusions municipales. Et là, ça a comme éloigné encore plus la question de l'indépendance. Et après ça, il y a M. Landry qui est arrivé à la toute fin. M. Bouchard a démissionné. Puis il n'a pas repris le pouvoir. Donc, c'est comme... mais au départ, il y avait une question stratégique aussi. Mais si on se souvient, après 95, l'appui à la souveraineté ou l'indépendance était quand même très élevé. C'était autour de 60 %. Puis, à un moment donné, ça redescendu un peu. Puis, c'était comme une stratégie qui était présentée comme une façon d'aller chercher davantage les indécis en utilisant différents termes. Mais moi, comme plusieurs militants, on considérait, je pense que ça a éloigné, ça a créé beaucoup de divisions parce que le Parti québécois, c'était une coalition, un parti de coalition. Il y avait des gens de gauche, il y avait des gens de droite, il y avait un peu. Puis là, à force de pas mettre l'indépendance à l'avant-plan, on a vu, moi je connaissais des gens qui étaient très à gauche, tout ça qui était au Parti québécois, mais à un moment donné, ils se sont réunis, ils ont fait, au début c'était l'alternative, le RAP, là, Rassemblement pour une alternative politique, je pense. Ensuite, ça a été Québec solidaire qui s'est formé, puis il y a eu l'ADQ aussi qui était déjà là en 95. Même Mario Dumont était dans le camp du oui. Oui, absolument. Donc, c'est un peu, je ne sais pas exactement, c'est comme s'il y a des gens qui étaient vraiment axés sur qui pensaient qu'on aurait plus de chances électoralement en ne parlant pas trop de l'indépendance. Mais, puis qu'est-ce qui a changé? Pourquoi que dernièrement, on voit que, ça semble avoir tourné, il y a le voile dans les vents. C'est sûr que les sondages, ça ne bouge pas beaucoup au thème de la souveraineté, mais au moins l'appui au parti souverainiste semble augmenter encore. C'est ça. Mais je pense qu'il y a deux choses. D'une part, je ne veux pas trop m'avancer dans la politique du Québec, là, parce que je laisse ça à mes amis du Parti québécois, mais d'une part, je dirais, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a vraiment ramené la question de l'indépendance, puis électoralement, les gens... je pense que quelqu'un qui est vraiment intègre, qui vit vraiment ses convictions, ça a un impact. Puis, l'approche aussi de ne pas être partisan à tout prix. Quand tu as un adversaire, s'il amène des bons points, mais tu le reconnais. Puis c'est un peu ce qui le caractérise. Mais puis, d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui avaient appuyé la CAQ, je pense, au début. Il y a beaucoup de gens du PQ qui sont allés parce que se disant, François Legault, il va aller chercher des nouveaux pouvoirs, il va faire la loi sur la laïcité, etc. Et ça va créer peut-être une crise et peut-être que finalement, ça va recréer les conditions pour ramener l'indépendance. Mais à mesure que
les revendications, les revendications de nouveaux pouvoirs n'ont pas fonctionné. Il y a eu très peu de résultats. Moi, si je regarde au niveau de la langue, la politique des langues officielles, il y a eu très peu. Le gouvernement du Québec avait fait une série de demandes, puis à peu près rien qui a été accepté. Il y a eu des gains à certains endroits, on pourra en reparler peut-être tantôt. Mais donc, je pense que les gens, les indépendantistes ou les gens du Parti québécois qui étaient allés avec la CAQ sont revenus au bercail. Puis moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a des libéraux qui étaient nationalistes. Le Parti libéral, jusqu'à récemment, en tout cas, avait très, très peu de revendications pour le français. C'était plutôt, il représentait beaucoup plus la communauté anglophone. Donc, il y en a des libéraux, je pense, qui étaient plus nationalistes, qui sont allés avec la CAQ aussi. Donc, ça a créé comme un effet, une montée. Alors, ces gens-là, bon, je ne sais pas aussi où ils se retrouvent actuellement, où il y en a qui disent, bon, ils sont encore perdus, je pense. Ou qui ont pris plus le contrôle de la CAQ puis les gens du PQ. Ça, je ne suis pas proche de mais je pense que c'est ce qui explique un peu ce qui se passe. Puis bon, la question de la langue aussi, on entend beaucoup plus parler. Je pense qu'il y a eu un déclin. Moi, ça fait très longtemps qu'on le constate. Même en 1996, là, j'étais dans les militants. Il y avait eu un congrès du Parti québécois là, qui ont appelé le congrès du miroir, là, où il y a eu vraiment un affrontement entre Lucien Bouchard et les militants à ce moment-là. Et ça a créé beaucoup de divisions. À ce moment-là, la langue, c'était très, très, très difficile d'en parler. Puis bon, dans le fond, l'étude que j'ai faite, ça explique un peu pourquoi c'est devenu comme ça. Là. Alors justement, parlons un peu de langue et on pourra peut-être revenir un petit peu à des aspects plus politiques par la suite. Mais l'un des éléments essentiels à discuter avec vous aujourd'hui, c'est quand même la langue. Là, vous parlez de cette étude-là. Est-ce que vous voulez un petit peu nous la présenter là, et la présenter aux auditeurs? Je vais vous l'expliquer un peu, puis c'est l'objectif aussi de je fais une tournée, on rencontre aussi des podcasts, mais je suis rendu près de ma 40e assemblée publique là, que je fais un peu partout, pour faire connaître la politique linguistique fédérale. Puis les gens sont assez peu au courant. C'est assez surprenant, même chez les indépendantistes. C'est comme si on a toujours présumé, on a vu que le gouvernement fédéral, du point de vue indépendantiste, était certainement pas un allié du Québec français, tout ça, mais c'était assez peu développé. Moi, j'ai fait une étude sur la loi linguistique fédérale, la loi sur les langues officielles, puis les programmes d'appui aux langues officielles qui découlent de cette loi-là, avec des budgets. Donc, je suis allé voir les comptes publics, qui sont un peu les états financiers du Canada. Puis on a regardé les dépenses pour le Québec. Ça n'avait jamais été fait systématiquement. Puis on a les données de façon très claire, disons, de 1995 jusqu'à aujourd'hui. Et avant ça, c'était difficile. C'est pas sur un support informatique facile à analyser. Puis les comptes publics, c'est des briques, là. Fait qu'on a quand même réussi à aller chercher certaines données. Et ce qu'on a trouvé, disons, de 1995 à 2022, c'est que 94% du financement des langues officielles au Québec sert à renforcer l'anglais. Il y a le programme qui appelle « Développement des communautés de langue officielle en milieu minoritaire », mais qu'au Québec, quand on dit « langue officielle en milieu minoritaire » pour le Québec, ça veut dire l'anglais. On ne le dit jamais directement au fédéral, mais c'est un peu ça. Et ce programme-là, c'est quand même beaucoup d'argent chaque année. Là, ils ont augmenté de beaucoup. Avant, c'était environ 90 millions par année, le budget des langues officielles au Québec. Là, ça va être rendu au-delà de 150 millions. Donc, beaucoup plus d'argent. Et le gros de cet argent-là sert aux écoles anglophones, au cégep, aux universités anglophones. Puis ça, c'est juste le programme d'appui aux langues officielles. On ne tient pas compte les fonds de recherche canadiens qui surfinancent beaucoup les cégeps, les universités anglophones, ou les programmes d'infrastructure, mais pour ce qui est des langues officielles. Et cet argent-là sert aussi à appuyer les groupes de pression anglophones. Puis c'est difficile un peu de comprendre tout ça sans faire
très rapidement l'historique. Dans le fond, ça a été en 69, la loi sur les langues officielles a été là. Mais au départ, il y a eu, au Québec, un mouvement, disons, dans l'ensemble du Canada, il y a eu un mouvement pour le français, un réveil. Il y a eu les États généraux du Canada français, etc. Au Québec, il y a eu la fondation du mouvement Québec français. Et à ce moment-là, André Laurando, qui était éditorialiste au Devoir, qui était un fédéraliste nationaliste, lui, il a écrit un éditorial où il disait « ça n'a pas de bon sens ce qui se passe, il y a vraiment une inéquité entre les francophones et les anglophones ». En tout cas, lui appelait les peuples fondateurs et il a demandé qu'il y ait une commission royale d'enquête pour faire le bilan de la situation puis de voir de quelle façon il y aurait moyen de rétablir l'équilibre entre les francophones et les anglophones. Et lui, son objectif, c'était beaucoup un statut particulier pour le Québec, où se trouvent 90% des francophones au Canada sont au Québec. Et à ce moment-là, il y a eu des débats. Lui, ses adversaires, c'était beaucoup Frank Scott, tout ça, des gens de l'Université McGill, etc. En cours de route, André Laurando est décédé, je pense, du cancer, mais et Lester B. Pearson, qui avait déclenché la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, il a quitté et celui qui l'a remplacé, ça a été Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau, lui, s'est allié avec Frank Scott, qui avait connu à McGill, tout ça. Il s'est allié plutôt avec les anglophones du Québec. Et ce qui en a ressorti, c'est qu'il a donné un statut particulier pour le Québec, mais pour défendre l'anglais. Ce qu'il a dit, c'est qu'on va défendre les minorités linguistiques par province. Alors qu'au Québec, même la commission Laurando-Dunton avait trouvé qu'il y avait vraiment les francophones y avaient subi, mais ça, c'est pas très compliqué à savoir. Là, on l'a vu, à travers l'histoire, il y a eu vraiment une répression. Dans le fond, l'histoire du Canada, c'est à partir de 1763, même au début, c'était la Province of Quebec, mais ça a été beaucoup de minoriser les francophones d'abord, puis des assimiler au début par la répression militaire, après ça, par l'immigration anglophone, et ça a continué comme ça jusque dans les années 60. Et à ce moment-là, la commission Laurando-Dunton a trouvé, par exemple, que sur 14 groupes linguistiques au Québec, la moyenne de revenus des francophones arrivait au 12e rang. Fait qu'on partait vraiment de loin. À ce moment-là, l'affichage à Montréal était unilingue anglais. 90% des enfants des nouveaux arrivants allaient dans les écoles anglaises, ce qui est assez normal parce que, les écoles anglaises étaient beaucoup mieux financées. Puis les nouveaux arrivants, tu veux toujours aller un peu du côté de la majorité. Donc, il y avait une très forte tendance à envoyer leurs enfants dans les écoles anglophones. Et là, il y a eu tout ce mouvement-là. Et ce qui est paradoxal, c'est que, dans le fond, c'est comme si c'est la majorité canadienne qui est venue dire, au Québec, là où les francophones sont le plus nombreux, on va appuyer notre langue, on va appuyer l'anglais. Et on va mettre les anglophones du Québec sur le même pied que les communautés francophones et acadiennes qui, eux, avaient vraiment subi une répression beaucoup plus difficile qu'au Québec. Parce que, dans toutes les provinces à l'extérieur du Québec, il y a eu des lois qui ont interdit l'enseignement du français, même pour les francophones. Tu n'avais pas le droit d'enseigner le français dans aucune école pendant des générations. Et à ce moment-là, c'était pas du tout la même situation que les anglophones au Québec, qui avaient des institutions surfinancées, qui à ce moment-là représentaient un peu la classe dominante au Canada. Mais ça a été comme ça. Ça a été critiqué par moments. Même, je pense que Lise Bissonnette, à un moment donné, a fait un éditorial, je pense, en 77, où elle disait, si on utilisait les mêmes critères pour évaluer la condition des communautés francophones et acadiennes et des Québécois. Mais elle dit, les anglophones du Québec, ils devraient financer les communautés francophones et acadiennes, tout ça. Mais ça a été critiqué comme ça, mais ça n'a pas été très, très, très diffusé. Et
ça a été très, très efficace. Pierre-Éliott Trudeau, là, il était vraiment un fin stratège. C'était vraiment machiavélique, la politique linguistique au Québec, parce que, bon, les Québécois appuient les francophones hors Québec, les communautés, mais en même temps que toute l'aide fédérale se concentre sur les anglophones au Québec. Ça a été beaucoup moins diffusé, ça a été beaucoup moins discuté. Et vous alliez dire quelque chose, je pense? Oui, mais en fait, juste pour échanger un petit peu avec vous sur ces questions, d'abord, je remarque l'étendue de vos connaissances historiques et donc c'est assez passionnant de vous écouter parler. Il y a peut-être aussi parfois des façons aussi différentes d'interpréter l'histoire, mais au moins c'est sûr qu'il y a des dates qui reviennent et qui sont bien connues. Moi, je vais vous dire ma petite histoire, là, juste pour rendre le podcast un peu plus sous forme d'échange. Ma petite histoire. Moi, je suis un immigrant marocain, francophone, francophile. J'ai 3 enfants qui sont, comment je vais vous dire ça, unilingues francophones, parce qu'ils sont élevés en français, etc. Ils pourraient éventuellement apprendre d'autres langues, mais vraiment, c'est en français. Ils sont à l'école publique québécoise, française, etc. Puis, moi, je tiens beaucoup au français. D'ailleurs, j'ai appris l'anglais que tardivement, et je ne le parle toujours pas parfaitement. Donc moi, je partage totalement, mais alors là, totalement, cette importance-ci du français. Pour moi, oui, on peut le dire, pour notre nation au Québec, c'est vital. C'est ce qui nous distingue. C'est ce qui fait d'ailleurs de nous une nation, c'est le français. C'est sûr qu'ensuite, entre l'objectif qui est de défendre et de promouvoir le français, et les arguments, parfois, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit décalage. Et parfois, je me pose la question, comment ça se fait que, avec toute la bonne volonté du monde, honnêtement, j'essaye de me laisser emporter par certains arguments, puis j'y arrive pas nécessairement. Donc, moi, je vais vous dire, le français au Québec, c'est sûr étant donné qu'on est une minorité, et on le sera toujours en Amérique du Nord, même dans un Québec indépendant, on sera toujours une minorité de francophones sur le continent. Ça sera toujours une préoccupation pour les Québécois, j'en suis convaincu. Puis pour moi, comme Québécois d'adoption, j'ai juste l'impression parfois, par contre, quand on parle par exemple du recul du français, que je ne nie pas. Certains le nient. Moi, je le nie pas. Ça, c'est sûr, je le nie pas. C'est bon signe. Mais Parce que pour le nier, mais il y en a même qui sont payés pour ça, des chercheurs. Probablement. C'est-à-dire, je le nie pas. Mais en même temps, j'ai l'impression que il y a certains chiffres, on essaye de les interpréter un peu comme on le souhaite. Vous imaginez que quelqu'un comme moi qui s'exprime avec vous en français avec une telle aisance, d'ailleurs c'est ma première langue, je ne suis pas considéré comme francophone dans les statistiques. Ça, c'est pas vrai. Et mes enfants ne le sont pas non plus. Parce que ça dépend des indicateurs. Si vous travaillez en français, vous êtes considéré comme francophone pour l'indicateur de la langue de travail. Si votre langue maternelle, c'est plus le marocain, tout ça, ben, vous êtes considéré comme un allophone. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un Québécois et que vous n'êtes pas francophone. Mais c'est des indicateurs. Absolument. Non, mais absolument. C'est là que la discussion devient... Il faut l'expliquer aux gens. Absolument. Puis, il y a vraiment une utilisation qui a été faite. C'est comme ceux qui disent « Ouais, la langue d'usage à la maison, ça n'a pas de bon sens. C'est pas parce que tu ne parles pas français à la maison. Tu peux parler français au travail, dans la vie publique, puis parler une autre langue à la maison. Ça n'a pas rapport. » Mais c'est pas une façon de classifier les gens. C'est un indicateur linguistique. Et dans le fond, au départ, avant même les années 60, la commission Laurando, c'est la commission Laurando-Danton qui a proposé d'utiliser la langue d'usage à la maison. Avant ça, c'était la langue maternelle puis la langue d'origine qui était utilisée. Puis dans le fond, la langue maternelle, c'est l'indicateur à long terme. Parce que, bon... à mesure que des gens, disons, changent de langue, elles font des transferts linguistiques,
ça devient la langue maternelle de leur enfant dans la génération suivante. Mais la langue, l'indicateur le plus actuel, c'est la langue que tu utilises à la maison, qui est l'indicateur le plus rapproché des autres. Mais ça ne veut pas dire, il n'y a personne qui a jamais dit « Ah, vous n'êtes pas des francophones si vous ne parlez pas le français à la maison ». C'est pas ça du tout. Justement, il faut l'expliquer. Puis en même temps, je suis capable de le comprendre, effectivement. Là, c'est des indicateurs, c'est des statistiques, c'est des données qu'on récolte à travers des études et des... Juste ajouter un facteur parce que il y en a beaucoup, surtout pour les francophones hors Québec, qui ont utilisé le processus d'assimilation. Parce que on regarde ça, les transferts linguistiques vers l'anglais chez les francophones hors Québec, selon le Statistique Canada 2021, c'est 42 %. C'est 42 % des gens qui utilisent principalement l'anglais à la maison, qui sont des francophones. Et ils ont étudié un peu le processus parce que si vous arrivez à l'extérieur du Canada, il y a des villages entiers où tout le monde s'appelle Boudreau, Goudreau, tout ça, mais puis personne ne connaît le français. Absolument, j'en connais. Le processus d'assimilation, c'est que les gens, disons, de langue maternelle française, ça peut être de langue maternelle autre, graduellement utilisent l'anglais à la maison de plus en plus jusqu'à l'évacuer complètement. Puis d'une génération à l'autre, ils perdent complètement le français. Tu as des chercheurs... Jean-Pierre Corbeil, etc., qui longtemps étaient à Statistique Canada puis qui déniaient le déclin du français. Longtemps, même Statistique Canada disait, écoutez, regardez, le nombre de francophones augmente, ça va très bien, mais la proportion déclinait. Si vous regardez à l'extérieur du Québec, les nouveaux arrivants, disons, ceux qui changent de langue d'usage à la maison, c'est 80 %, sinon 100 % qui le font vers l'anglais. À l'extérieur du Québec. À l'extérieur du Québec, mais au Québec, c'est je pense, les derniers chiffres, 56 % vers le français. Il y a eu une amélioration, mais pour maintenir le poids démographique des francophones, ça doit être 90 %. Mais alors, justement, et là quand vous parlez du poids démographique des francophones, c'est quel chiffre qu'on utilise? Est-ce qu'on utilise le français, la langue parlée à la maison ou la langue utilisée dans, j'ai envie de dire, plus que le travail? Pour moi, c'est l'espace public. Hein, parce que, vous savez, moi, je parle anglais, puis il m'arrive de parler à un anglophone en français parce que, naturellement, mon réflexe naturel, c'est de parler en français avec quelqu'un. Bon, ensuite, si je me rends compte que la personne ne parle pas français parce qu'il fait partie de la communauté anglophone historique du Québec, je vais faire l'effort peut-être de lui parler en anglais, mais généralement, eux autres parlent aussi français, donc j'arrive à communiquer avec eux juste en français. Mais bref, tout ça pour dire... C'est quoi le poids démographique des francophones? Parce que c'est là que c'est un peu compliqué. Je vous dirais que quand on parle, et puis c'est une statistique qui existe, hein, je comprends qu'il n'y a pas de complot derrière ça. Mais la statistique qui dit qu'il y a de moins en moins de familles francophones, par exemple, sur l'île de Montréal. Moi, je suis convaincu que c'est vrai. Absolument, je suis sûr que c'est vrai. Mais Montréal, comme une pas tant que ça. Parce que c'est pas sur l'île de Montréal ou dans la grande région de fort, c'est en dehors maintenant. Oui, mais c'est ça. Laval, oui, c'est ça. Laval, Rive-Sud, jusqu'à un certain point. Je me permets juste de finir ce propos-là. C'est que je suis convaincu que c'est réel. Et la raison pour laquelle je suis convaincu que c'est réel, c'est parce que effectivement, les grandes agglomérations, donc pas juste les grandes villes, mais les grandes agglomérations, partout dans le monde d'ailleurs, puis le Québec ne fait pas exception, attirent, c'est-à-dire l'immigration, d'abord, souvent arrive là. Si elle ne reste pas là, s'éloigne un peu, souvent pour des questions de coût de la vie. Hein. Montréal, ça coûte quand même plus cher que d'être sur la rive nord ou la rive sud, mais relativement proche de Montréal. Et parfois, dans les cas des belles réussites qu'on aime voir et entendre, c'est des personnes qui vont un peu partout au Québec, etc. Mais tout ça pour dire que, effectivement, ces immigrants-là qui arrivent, alors s'ils arrivent comme moi en parlant déjà le français, évidemment, le problème se pose moins. Mais c'est sûr, mais admettons qu'on arrive d'Amérique latine, puis on parle espagnol. Il y a
forte chance qu'à la maison, la langue qui soit utilisée, grand-père, grand-mère, parents, enfants, c'est souvent l'espagnol qui va, par exemple, être discuté. Mais attention, c'est du monde qui, sorti de leur maison, ne s'exprime qu'en français avec tout le reste de la population québécoise. Ça, il n'y a pas de problème avec ça, que les gens continuent à utiliser leur langue de leur pays d'origine à la maison puis qu'ils la gardent. C'est une richesse. Il n'y a personne qui... Je vous faisais pas de procès d'intention, là. Non, mais il y en a beaucoup qui le font. C'est pour ça que je fais la prévention. Regardez, moi, j'aime ce que je vous entends dire. Mais on parle, on jase. Puis moi, j'ai toujours eu ce même point de vue-là, dans le fond. Le français, langue commune, c'est pas que les anglophones arrêtent de parler anglais entre eux autres ou les italophones ne parlent pas italien. Le concept de langue commune, c'est que quand des gens de différentes langues veulent communiquer entre eux, si le français est à la langue commune, comme l'anglais est la langue commune à l'extérieur du Québec, bien, ils utiliseraient le français. Ou si vous allez aux États-Unis, bon, c'est l'anglais. Si vous allez en France, c'est le français. Mais quoi qu'on dise, même si il y a la mode de l'anglais là-bas, le français, si vous allez en Italie, c'est l'italien qui est la langue commune, la langue des services publics. C'est un peu partout comme ça. Et dans le fond, quand on regarde ça, c'est que les gens qui ont une langue maternelle, si ils migrent tous vers l'anglais comme langue d'usage à la maison, puis c'est pas, il y en a qui disent vous voulez envoyer la police de la langue dans la maison des gens. Non. C'est pas ça. Non. C'est que au fil des générations, ça se fait presque inévitablement, il y a des transferts linguistiques. Si ces transferts linguistiques-là se font vers le français, bien là, ça va assurer l'avenir du français. S'ils se font vers l'anglais, par exemple, dans le reste du Canada, il y a quand même beaucoup d'immigration, mais ça ne menace pas l'anglais parce que à peu près tous les immigrants vont du côté de l'anglais, même les francophones. C'est là que le problème d'assimilation. Alors qu'au Québec, bien, ce qu'on veut, c'est que le français soit la langue commune, la langue d'usage public. Dans le fond, c'est ce que la loi 101 voulait faire, que ça devienne la langue normale du travail, etc. Puis, ça a donné des bons résultats. Dans le fond, le fait, si vous regardez un peu partout au monde, si vous allez aux États-Unis, on ne vous donnera pas d'école dans une autre publique dans une autre langue que l'anglais. En général, ça va être en anglais. C'est comme ça un peu dans tous les pays. Et au Québec, le problème qu'on avait, c'est qu'on finançait des écoles en anglais sans limite, sans restriction. Et comme on est minoritaire, ben c'est sûr que les gens choisissaient massivement l'école anglaise. Alors, la loi 101, dans le fond, ça a été le plus grand geste d'inclusion que le Québec a fait, parce que ça a permis que les enfants des nouveaux arrivants et les Québécois d'origine française fréquentent les mêmes écoles, se connaissent, s'échangent et de cette façon-là. Absolument. Ce qui est arrivé, c'est que ça n'a pas été appliqué au cégep. Puis à ce moment-là, en ce moment, il y a beaucoup des enfants de la loi 101, disons, qui vont aller au cégep anglais, à l'université anglaise. Puis il y a des études qui démontrent qu'à ce moment-là, ils vont beaucoup plus travailler en anglais, même les francophones. Et il va y avoir beaucoup plus des tendances. Pas tout le monde qui va étudier dans une université anglaise qui va faire un transfert linguistique vers l'anglais. Mais la tendance est davantage à ça. J'ai même invité des témoins au comité des langues officielles. Ils se sont fait traiter de plein de marde par ces c'était pas chic. C'était pas chic. Non, mais il y a eu vraiment une répression. Puis, ce qui se passe, c'est dans le fond, le seul mode d'aménagement linguistique qui fonctionne, qui permet de protéger les langues minoritaires, c'est les modes d'aménagement basés plus sur le principe de territorialité puis de droit collectif. Si vous avez les seuls pays où il y a plus qu'une langue nationale et où il n'y a pas l'assimilation des langues minoritaires par la langue majoritaire, c'est des pays comme la Belgique, la Suisse. Si vous allez en Belgique, disons, si vous êtes en Wallonie, tout va se passer en flamand, en néerlandais. Le néerlandais n'est pas une langue qui est beaucoup parlée en Europe, tout ça, mais qui n'est pas menacée parce que toute la maternelle aux universités, tout se passe en néerlandais dans la fonction publique.
Mais ça ne les empêche pas d'apprendre 3 ou 4 langues secondes de façon très efficace. Connaître l'anglais, connaître d'autres langues, c'est un enrichissement. Là, on n'est pas... Je vais juste faire une petite précision, puis je vais laisser la parole à George. Je veux juste pas qu'il y ait une mauvaise interprétation de ce que je disais quand je parlais de la langue parlée à la maison. J'ai jamais laissé entendre ou sous-entendre que quelque part, on ne voulait pas que les gens parlent leur langue d'origine à la maison. Je le sais que c'est l'intention de personne au Québec, qu'importe le parti politique, qu'importe les opinions politiques. Non, moi je pense que je trouve simplement que les statistiques utilisées, et peut-être que c'est une façon il faudrait peut-être revoir ces façons de faire ces statistiques-là, j'ai comme l'impression que ça crée des catégories et ce ne sont pas nécessairement, c'est pas nécessairement des catégories qui servent la cause du français. Et là, je m'explique, parce que si moi, je tombais dans la catégorie d'un francophone, ce que je considère être, mais que, honnêtement... Moi aussi. Mais peu importe la langue que vous parlez à la maison. Oui, mais vous peut-être, j'en suis convaincu. Mais les statistiques ne me considèrent pas nécessairement comme francophone. Et le problème, c'est que quand on met en place des politiques publiques et lorsqu'on arrive avec des arguments politiques, etc., on se sert de ces statistiques-là. Puis moi, je considère que ces statistiques-là sont jusqu'à un certain point biaisées parce que je devrais tomber dans la catégorie des francophones, ce qui devrait donc, d'une certaine manière, atténuer la baisse de francophones, alors que je suis dans une catégorie où on grossit celle des allophones. Et puis ensuite, vous le savez comment ça se passe. On est dans une société, et puis même si, mais en fait, et même si vous êtes très modéré... en considération. C'est pas... si vous regardez, tous les indicateurs linguistiques pointent dans la même direction. Si vous regardez la langue maternelle, regardez la langue d'usage à la maison, la langue de travail... même la connaissance du français, le déclin il est à tous les paliers. Et un des problèmes qu'on a, c'est important, si on veut, je ne sais pas, si on considère que le tabac, c'est pas bon pour la santé, mais il y a des études qui vont évaluer le nombre de fumeurs, est-ce qu'il y a plus de fumeurs, moins de fumeurs, tout ça. Si on ne peut pas utiliser, puis c'est pas anodin, parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est beaucoup... Quand il y a eu un éveil pour le français, il y a eu des groupes de pression anglophones qui se sont formés au Québec, qui ont été financés par le fédéral. Et quand il y a eu l'élection au début, la crise de Saint-Léonard, il y a un film qui va sortir bientôt là-dessus qui va être intéressant. Mais quand il y a eu l'élection du Parti québécois, bon, il y en a encore plus. La loi 101, là, ça s'est beaucoup développé. Et là, dans le fond, Pierre-Éliott Trudeau, le fédéral, ils ont eu un dilemme. Ils auraient pu utiliser leur pouvoir de désaveu, parce qu'il ne faut pas oublier que les lois fédérales sont prépondérantes sur les lois provinciales. Donc, ils auraient pu dire, j'annule la loi 101. Mais là, il y en a qui ont réfléchi à ça. Ils ont dit, ouais, mais si on fait ça, ça va choquer beaucoup de Québécois, puis ça va aider René Lévesque, puis le mouvement indépendantiste, tout ça. Donc, c'est pas ça qu'ils ont fait. Mais ils ont regroupé les groupes de pression anglophones, les commissions scolaires anglophones, un peu tous les intervenants, les universités, McGill, tout ça. Puis, ils se sont organisés pour qui fusionnent, que ça soit bien coordonné. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Vous allez voir, c'est des données publiques, là. À ce moment-là, il y a eu la formation d'Alliance Québec, qui avait une douzaine, peut-être au départ, une quinzaine de groupes à travers le Québec. Et ils ont financé ces groupes-là et ils ont créé le programme de contestation judiciaire en 1978, l'année suivante, la loi 101, pour financer des avocats, pour faire la contestation juridique de la loi 101, et ça a été très, très efficace. Et c'était pas suffisamment, quand ils ont changé la Constitution, ils l'ont mis de façon à affaiblir le français au Québec, à défaire les mesures scolaires de la loi 101 en partie, et depuis ce temps-là. Et les groupes de pression anglophones, ils ont utilisé, je pense que c'est José Legault qui a fait sa maîtrise là-dessus, mais il y en a d'autres qui ont étudié ça, qui ont comparé ça. Ils ont utilisé une stratégie très efficace qui est un peu
une stratégie de victimisation, se présenter comme des victimes, se présenter, José Legault avait appelé ça l'invention d'une minorité, c'est comme si la majorité canadienne qui se présente en minorité au Québec, alors qu'elle détient, dans le fond, tous les pouvoirs en tant que majorité. Et à ce moment-là, il y en a, José Legault, elle n'aime pas ça quand je dis ça, mais dans un de ses articles, elle appelait ça le discours xénophobiste. Toute mesure de défense du français a été présentée comme quelque chose de xénophobe, d'un repli sur soi, alors que dans le fond, faire du français la langue commune, c'est pas un repli sur soi, c'est ce qui permet d'inclure les nouveaux arrivants au Québec. Mais tous ces groupes-là ont une stratégie, encore aujourd'hui, on le voit émerger. Quand le Parti québécois avait pris le pouvoir avec Pauline Marois, c'était assez épouvantable. Le déferlement de haine que tu as eu. Il y avait un groupe Facebook qui s'appelait I Hate Pauline Marois. Puis bon... non, ça, c'est de l'extrémisme, politique comme elle, mais ça vient un peu de ce discours-là qui présente des mesures, qui présente aussi le droit pour les anglophones du Québec d'angliciser les nouveaux arrivants comme un droit fondamental. C'est là qu'on arrive un peu avec nous, ce qu'on dit, on n'a rien contre, au contraire, qu'il y ait une communauté anglophone, qu'elle puisse se développer, s'épanouir, mais on veut pouvoir continuer à exister comme peuple, continuer à ce que le français existe. Et pour ça, les nouveaux arrivants qu'on accepte, qu'on est heureux d'accepter tout ça, on les invite à s'intégrer à la société d'accueil, à la société québécoise. Et dans le fond, c'est le meilleur outil aussi pour qui ait un sentiment d'appartenance puis qui se développe. Pour pouvoir coexister, pour pouvoir se connaître, il faut pouvoir se parler, il faut pouvoir partager un espace public. Et au Québec, c'est le français, c'est le seul État francophone. Mais ça, de présenter ça continuellement comme quelque chose d'extrémiste, de cette volonté-là d'exister en français, c'est même la loi 101 est basée sur le mode d'aménagement plus territorial, sur les droits collectifs, qui est utilisé partout. Si vous allez voir aux États-Unis, à peu près tous les pays, il y a une langue de la fonction publique, une langue officielle. Et la meilleure façon de... Alors, c'est un peu ça qui est le cœur du débat. Et ça se poursuit. Moi, j'ai regardé... on l'a vu quand il y a eu la loi 96 récemment, tous ces groupes-là sont venus. C'est comme si périodiquement, ça a l'air inoffensif. Il y a des groupes, pour les aînés, mais il y a dans le fond les programmes pour l'enseignement. Il y a le programme mise en valeur des langues officielles, du bilinguisme, dans le fond, qui sert parce que, la loi a été quand même généreuse un peu pour les institutions francophones. Elle les a financées, mais pour enseigner l'anglais. Mais si vous regardez les mesures pour le français, il y a une petite partie du budget qui sert à l'enseignement du français dans les écoles anglophones ou à des stages de travail en milieu francophone. Ça, c'est la Fédération des chambres de commerce qui est financée pour ça. Mais quand on regarde ça globalement, il y a seulement 4 % de l'argent qui sert à appuyer le français. Puis quand on se base sur un indicateur ou l'autre, vous admettez quand même qu'il y a un déclin du français. Puis moi, les seuls que j'ai entendu dire que la langue d'usage à la maison, ça stigmatisait les gens ou ça les excluait comme francophones, c'est les adversaires du français. Il n'y a pas de personne... Camille Lorrain, dès le départ, quand il a fait la loi 101, il a présenté ça vraiment comme un outil pour tous les Québécois. Puis il y avait beaucoup de... Même, il y avait des clauses pour les Premières Nations, pour favoriser l'apprentissage des langues des Premières Nations. Et, ça se voulait vraiment un outil d'inclusion des nouveaux arrivants. Il n'y a pas personne qui... Puis même, c'était très nuancé. Vous lisez le livre blanc de la loi 101, c'était très nuancé aussi, puis même aujourd'hui, mais la loi 85, moi j'ai vu, même pour le renouvellement de la loi sur les langues officielles, là, auquel j'ai participé,
Il y a eu vraiment des coups de force qui ont été faits, de la désinformation. Mme Jennings, je pense, du QCGN, est venue dire que les anglophones étaient plus pauvres que les francophones, etc. Puis elle a même ajouté, je pense, quand elle est venue faire sa présentation, elle a dit « Si le gouvernement fédéral ne fait rien, c'est comme dire aux anglophones, ben embarquez dans l'autobus, mais asseyez-vous en arrière. » C'est toujours des allusions au racisme. T'sais. Les Eastern, les Townshippers, je pense, en Estrie, ont dit que c'est un projet de loi. La loi 96, on peut être d'accord, pas d'accord, ça dépend des mesures. Mais il a présenté ça comme quelque chose d'inacceptable dans les pays occidentaux. Tu as les West Québécois, tout ça, dans un forum organisé par le QCGN qui est venu dire, ben on n'est pas l'Allemagne, on devient pas l'Allemagne nazie, mais on fait un pas dans cette direction-là, puis que c'était totalitaire, tout ça. Mais Mme Jennings a comparé la loi 96 aux mesures russes contre l'Ukraine. T'sais. Fait que tout c'est quand même dur. Moi, j'ai toujours je suis né dans un milieu anglophone, j'avais des amis anglophones, j'ai rien contre les anglophones, mais je veux juste assurer l'avenir du français. Mais je suis antiraciste sous toutes ses formes. Mais se faire traiter de raciste, même dans les médias continuellement, c'est déstabilisant. Moi, je suis pas là pour une carrière, tout ça. Ça fait que je passe outre, puis bon, je réponds pas à ça, mais c'est quand même assez... ça a eu un impact très efficace, d'une part, pour éloigner les nouveaux arrivants des Québécois, parce que ceux qui parlent plus anglais, qui sont d'expression anglaise, qui lisent les médias anglophones, à force d'entendre, vous regardez, il y a vraiment là 2 portraits de la situation. Si vous regardez, vous puisez votre information dans les médias francophones, je pense que, bon, les deux arguments sont présentés, mais du côté anglophone, c'est beaucoup plus un point de vue militant, de gazette même pendant un bout de temps. Mais dans leur mandat, c'était de protéger leur communauté. C'était pas nécessairement un média qui devait être objectif. Mais à ce moment-là, puis quand ils parlent de la question de la langue, c'est toujours la police de la langue, etc. Puis toutes sortes de dérapages. Vous regardez dans les commentaires des médias, là, souvent, tu as beaucoup de commentaires racistes, justement, contre les Québécois qui apparaissent. Mais ça fait un peu que ça a un impact, il disait, de culpabilisation. Puis l'objectif aussi de ça, c'est que quand ça se retrouve dans les médias du Canada anglais, bien, c'est sûr que là, ils sont réceptifs à ces arguments-là, ce qui fait qu'ils vont nécessairement appuyer la communauté anglophone du Québec. Puis ça se retrouve, longtemps, ça se retrouvait, bon, la BBC, je pense que c'est Mordecai Richler qui a animé une émission sur la langue au Québec à la BBC, alors que lui n'était pas du tout objectif. Il était vraiment, tant qu'à moi... Mais ça a eu un impact très important, puis ça fait que les gens, bon, les Québécois, d'une part, il y en a qui se sentent coupables, il y en a qui ont dit qu'ils se sentent coupables d'exister, mais puis il faut l'expliquer, il faut faire le débat. Mais moi, je connais beaucoup de gens issus de l'immigration, même des anglophones, qui militent pour le français, qui comprennent très bien. Pour moi, c'est une question de justice sociale. C'est mon cas, c'est notre cas. Ah oui, Vas-y, George. Oui. Moi, j'aimerais vous entendre un peu sur l'argument qui revient assez souvent de se concentrer plus au bilinguisme. On a, dans un autre podcast, j'ai eu d'autres élus qui m'ont partagé leur point de vue là-dessus, mais j'aimerais vous entendre parler là-dessus, sur cette idée-là qui revient quand même assez souvent. Hein? Pourquoi ne faisons pas le Québec bilingue? Bien, parce que quand, comme je l'ai dit tantôt un peu, l'étude de la langue, des politiques linguistiques à travers le monde, ce que ça démontre, c'est que si comme la politique fédérale, où ils ont dit on va donner accès aux services dans les 2 langues, dans les institutions fédérales, mais en dehors du Québec, tout ça, c'est pour le français qui travaille, puis au Québec, c'est pour l'anglais.
Mais ils ont ajouté aussi là où le nombre le justifie. Ça a été dévastateur pour les francophones parce que comme ils ont été assimilés un peu partout, ils sont éparpillés sur un immense territoire. Donc, il y en a beaucoup qui n'avaient pas accès parce que le nombre, selon les normes, mais dans la Constitution, c'est écrit là où le nombre le justifie, mais ils ne mettent pas de chiffres. Ouais. Mais ils ont mis 5 ils pourraient mettre d'autres chiffres, mais bon, ce que ça fait, c'est que... Puis ailleurs au Québec, c'est que mais pour arriver à votre question, pour répondre directement, c'est que si tu donnes le choix entre deux langues, c'est la langue majoritaire qui l'emporte. Ouais. En général, les gens vont choisir la langue majoritaire. René Lévesque disait, bon, dans chaque affiche bilingue, c'est comme si tu passes le message. Bien, vous pouvez fonctionner en anglais ou en français, un ou l'autre. Tu n'es pas obligé d'apprendre le français ou pas obligé d'utiliser le français. C'est pour ça qu'il y a eu la loi 101. Le bilinguisme favorise toujours... C'est comme comment on dit ça? Il y a un principe qui dit entre le fort et le faible, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. Si tu donnes le choix des langues comme ça, nécessairement, les gens vont aller vers la langue majoritaire, puis graduellement, la langue minoritaire va disparaître. C'est pour ça que l'idée du bilinguisme institutionnel, qui n'est pas territorialisé, ça ne marche pas. Ça aboutit toujours à ça. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, c'est pas une richesse d'apprendre une deuxième langue, d'apprendre une troisième langue, puis d'être bilingue ou trilingue, tout ça, oui. Mais si dans les institutions, normalement, les institutions, l'objectif de la loi 101, c'était que toutes les institutions au Québec fonctionnent en français avec des mesures d'exception pour respecter les droits de la minorité historique anglophone. On ne voulait pas faire ce qui a été fait aux francophones hors Québec, puis établir des mesures d'assimilation. Mais ce qui est arrivé, puis avec tous les amendements, les affaiblissements de la loi 101 qui ont été obtenus, puis si vous regardez Alliance Québec, les revendications, tout ça, ça a toujours été un peu la même chose, plus de services en anglais. Revenir au bilinguisme, mais leur objectif, à un moment donné, c'était d'abolir la loi 101 carrément, puis ça reste encore l'objectif de beaucoup de gens. Mais ce qui est vraiment... c'est ça, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que avoir une langue commune, c'est ce qui permet d'assurer l'avenir d'une langue n'importe où. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas être bilingues ou trilingues. C'est pas du tout ça, mais ça favorise que les gens s'intègrent à la langue de l'État. Et c'est vraiment névralgique, cet aspect-là. Non, je comprends. Le temps file, mais j'aimerais quand même aborder un autre sujet complètement différent, un peu plus politique. Je ne veux pas dire que le thème de la langue n'est pas politique, c'est très politique, mais il y a une élection qui s'en vient. Mm-hmm. Et avec Salim, on discute souvent, puis on aime analyser un peu des scénarios, puis l'actualité politique, pas seulement au Québec, mais au Canada. On a vu dernièrement une montée quand même spectaculaire des conservateurs qui sont premiers dans un petit peu pas mal partout au Canada, sauf au Québec. Évidemment, la grande différence au Québec, c'est la présence du Bloc québécois. On l'a mentionné tantôt avec Yves-François Blanchet, l'énorme travail qui a été fait pour reprendre un peu le terrain. Les sentiments que vous avez comme député ou même comme parti avec l'approche des élections et avec cette montée du conservatisme qui, on va le dire, là, il y a un grand effort du côté de Pierre Poilievre d'aller prendre plus de sièges au Québec. Certains analystes disent qu'il risque de briser le record là, des 11 ou 12 députés. J'aimerais vous attendre là-dessus. On va voir parce que le Parti conservateur, si on regarde par rapport à la langue, il reste un parti comme les libéraux qui propose de continuer à financer l'anglais, continuer la politique de bilinguisme. Il n'y a pas aucun engagement significatif des conservateurs pour le français. Donner plus de pouvoir en immigration, non plus. Au niveau des mesures centralisatrices, on verra, mais
jusqu'à maintenant, il n'y a pas rien de majeur comme engagement de ce côté-là. Alors moi, je pense que les Québécois, dans le fond, les participants canadiens, ils ont tous à peu près la même approche. Quand on est arrivé, disons, on a débattu la nouvelle loi sur les langues officielles. Il y avait, le gouvernement du Québec avait amené des revendications, notamment bon, que la loi 101 soit prédominante sur parce que si on est une nation, on dit, bon, mais la langue, la culture, c'est névralgique. C'est le droit à l'autodétermination des peuples, c'est de pouvoir contrôler ta politique linguistique, puis ta culture, puis assurer l'avenir de ça. Et au début, les conservateurs ont amené des propositions du gouvernement du Québec, mais aussitôt que tu as M. Housefather, qui est un ancien président d'Alliance Québec, avec le député de Westmount, M. Garneau, tout ça, Mme Lambopoulos de Saint-Laurent sont arrivés, puis là, ils ont fait vraiment, là, Mme Lambopoulos, elle, c'est de la désinformation, là, elle disait qu'elle avait une citoyenne qui était venue la voir, puis qui avait dit une chance d'aller. J'ai accompagné ma grand-mère chez le médecin parce qu'il ne voulait plus la servir en anglais à cause de la loi 96. Mais la loi 96 c'est faux. Touche pas à la santé, tu sais. Puis M. Housefather aussi. Mais à ce moment-là, le Parti conservateur a retiré toutes ses propositions en faveur du Québec. Puis il a voté systématiquement contre les positions du Québec. Il y a juste le Bloc québécois qui défend ça. C'est la même chose un peu dans tous les secteurs. Vous regardez l'économie, bon, ben, le Québec, on a une économie qui est plus basée sur les énergies renouvelables, c'est facile parce qu'on a l'hydroélectricité, là, mais n'empêche que ça nous met en bonne position par rapport à l'économie contemporaine, tout ça. Mais le Canada, c'est un pays pétrolier, puis bon, M. Poilievre et compagnie, il va continuer à investir dans le pétrole à tour de bras. Alors que nous, on veut investir pour l'électrification des transports. Vous regardez l'histoire de la monarchie. Paul Saint-Pierre Plamondon a fait du millage. Même moi, j'étais sceptique au début. Là, ils ont refusé de faire le serment à la reine. Ça m'a tenté de le faire, mais au fédéral, on m'a dit, tu fais ça, tu n'auras pas aucun budget de comté, aucun... puis bon, il y a eu c'est allé devant les tribunaux souvent, mais il y a un député acadien, libéral, qui a amené une proposition pour rendre le serment à la reine optionnel. Optionnel. Puis bon, les conservateurs, ils ont voté massivement contre ça. Ils sont même mis à chanter « God Save the Queen ». Mais moi, je pense que les Québécois, en tout cas, moi, dans mon comté, je veux pas courir après le trouble, là, mais dans mon comté, ils n'ont jamais eu plus que 10 du vote. Dans certains comtés, là, il y a la question de droite là, qui peut attirer certaines Mais c'est personnes. ça, parce que on va oublier un peu le reste du Canada, on va parler un peu du Québec, parce qu'on sait, la montée des conservateurs est très... Très forte à l'extérieur du Québec. Exactement. Mais si on se concentre au Québec, on voit le déclin des libéraux. Bon, le Bloc québécois, il reste quand même stable, mais il y a une montée du Parti conservateur. Et je me demande, tous les points que vous avez mentionnés sont légitimes, sont importants, pour moi au moins, la langue, notre culture, etc. Mais le fait que les conservateurs continuent, leur popularité continue à augmenter un peu au Québec, est-ce que ça veut dire que les gens, peut-être, n'ont pas ces thèmes-là comme priorité? Il attaque souvent l'économie, l'emploi, des thèmes que ça affecte plus la poche. Ben oui. La langue moi, passe secondaire. Plus de la langue parce que c'est mon dossier, là, mais on a beaucoup de députés qui sont issus du monde économique puis du milieu des finances au Bloc québécois. Puis ce que j'ai constaté pour la langue, c'est la même chose pour l'économie. Puis c'est sûr que pour l'économie du Québec, l'électrification des transports, tout ça, c'est majeur. C'est notre voie d'avenir. Mais M. Poilievre, moi, je pense que s'il revient au pouvoir, ce qui risque d'arriver aussi, c'est tout le débat sur le pipeline Énergie Est, passer un pipeline à travers le Québec. Ça risque de revenir. Puis ça aidera pas le Québec. Là. Ça aidera pas la planète non plus. Je pense que là, la question de l'environnement aussi est importante. Je vois votre chef un peu à augmenter ses présences au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'il y a une stratégie peut-être de pénétrer dans cette province-là, d'aller chercher quelques sièges? Non. C'est un appui. Même moi, je suis allé au Congrès mondial acadien
la semaine dernière, mais c'est parce que, bon, les Acadiens, c'est l'autre nation francophone qui est même plus ancienne un peu que la nation québécoise. Alors, c'est sûr qu'il y a un rapprochement naturel. Nous, on appuie la cause des francophones hors Québec, c'est sûr, mais on n'a jamais voulu, il n'y a jamais eu de candidat du Bloc québécois ailleurs qu'au Québec, parce que, bon, l'indépendance du Québec est un objectif. Il y a eu ce débat-là parfois. Il y en a qui disaient, bon, ben, il peut y avoir des candidats de l'extérieur, mais qui sont quand même favorables à l'indépendance du Québec. Mais bon, non, c'est pas... dans le fond, l'avantage aussi du Bloc, c'est que nous, on fait la tournée du Québec constamment, pas juste une fois de temps en temps. Mais M. Poilievre, moi, en tout cas, on verra ça, mais au Québec, je pense que chez les francophones, du moins, on maintient quand même une avance assez importante. Et puis, comme je dis, ce qu'il faut faire sortir de notre part, c'est que on est le seul parti qui va défendre les intérêts du Québec, les intérêts économiques, les intérêts sociaux, les intérêts nationaux, naturellement. Et il faut faire sortir ça. Les gens le savent. Tu sais, quand ça a été M. Harper, ça n'a pas été mieux pour le Québec. Et je pense que, par contre, au Canada anglais, les conservateurs ont toujours été beaucoup plus forts. Tu sais, j'ai vu une étude à un moment donné, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais qui disait que si le Québec n'était pas là, ça aurait été presque constamment des gouvernements conservateurs au Canada. Ça montre aussi la différence qu'il y a entre nos cultures et notre nation. Alors, moi, je suis très confiant. Il y en a même qui disent qu'on pourrait être l'opposition officielle. On verra. Mais ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit, ça? Oui, mais ça, faudrait qu'il y ait des fédéralistes au Québec qui continuent de voter Bloc. Il y a déjà eu beaucoup de fédéralistes qui ont voté pour le Bloc. Il y en a encore. Moi, à chaque élection, j'en ai des gens que je rencontre qui disent, ben moi, j'ai toujours voté libéral, mais là, je me souviens, en 2019, c'était assez remarquable, des gens qui m'ont dit, ben moi, par exemple, je suis pour la laïcité, puis je veux pas que ça soit défait, fait que je vais voter pour vous, mais je suis pas indépendantiste. Mais vous savez, juste là-dessus, parce que le temps file et on va bientôt finir, mais vous savez, la laïcité, elle n'a pas attendu le gouvernement Marois avec la Charte des valeurs ou le gouvernement Legault avec la loi 21. La laïcité au Québec, elle date des années 60. Il y a plusieurs façons, effectivement, de la réaffirmer. Mais des fédéralistes qui disent on est pour la laïcité, c'est comme si voter, admettons, pour le Parti conservateur ou Parti libéral, ça voudrait dire qu'on est contre la laïcité, mais voter pour le Bloc qui défend la position de l'Assemblée nationale, à tout le moins du gouvernement de M. Legault, parce que c'est pas unanime à l'Assemblée nationale. Dans ce cas-là, on est contre la laïcité. J'ai un peu de misère. Parce que les gens savaient que les libéraux, puis M. Poilievre, je pense que ça va être la même chose, vont combattre la loi sur la laïcité. Et M. Trudeau, il l'a dit, ils vont participer, ça va aller en Cour suprême, ils vont même être un intervenant. Alors combattre M. Poilievre, il n'a pas dit... combattre la loi 21, donc qu'on appelle la loi sur la laïcité, mais pas combattre la laïcité, parce que c'est pas pareil, ça. OK. Il y a quand même une... Il y a quand même une voilà. Mais la loi sur la laïcité... Parce que bien humblement, je suis farouchement contre cette loi-là, mais par contre, je suis aussi farouchement pro-laïcité, par exemple. Et pourtant, je ne vois pas... C'est ça, puis vous l'avez amené de façon nuancée, parce que la laïcité, on a commencé par l'appliquer aux catholiques et aux protestants. On a déconfessionnalisé. Avant les années 60, avant cette déconfessionnalisation, tu avais des écoles catholiques, des écoles protestantes. Pour être officiellement, je ne sais pas si ça se fait dans les faits, mais pour être sur les conseils d'administration, tu devais être catholique ou protestant, tout ça. Bon, on a défait ça. Puis là, par la suite, ça a été avec les signes religieux. Puis bon, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y en a qui sont d'accord pour qu'il n'y ait pas de signes religieux pour les personnes en poste d'autorité, mais qui ne sont pas d'accord pour que ça soit appliqué aux profs, etc. Il y a des nuances. Effectivement, il y a plusieurs nuances. Dernière petite question. Est-ce que Justin Trudeau va rester au gouvernement jusqu'à la fin de son mandat, 2025? Est-ce qu'il y aura des élections lancées plus tôt, d'après vous? On va voir, mais à date, les échos que j'ai, c'est que les élections vont être en octobre 2025, parce que bon, il
il y a des libéraux qui veulent l'attendre. Il y a même eu des rumeurs que parce que ça prend 6 ans pour avoir la pension, qu'ils voulaient attendre pour avoir leur pension. Est-ce qu'ils l'ont fait Ceux finalement? qui ont été élus en Est-ce qu'ils vont... Je pense pas que ça a passé, mais normalement, puis moi, je pense que le facteur le plus déterminant, c'est tant que les sondages vont être mauvais comme ça pour les libéraux. Il va attendre. Et pour le NPD, c'est pas tellement bon non plus, mais ils ne provoqueront pas d'élection. Ça serait un peu suicidaire. S'il perd à la salle, est-ce qu'il quitte ou est-ce qu'il reste? On va voir, mais pour moi, je ne peux pas me prononcer. Moi, Pour votre candidat, le candidat du Bloc, déjà, c'est Louis-Philippe Sauvé dans la salle Aimard Verdun. Publicité gratuite. Oui, merci. Un très bon gars, très bon. Puis je vous remercie de cette entrevue-là. Puis je pense que l'important, c'est ça, c'est qu'il y ait un débat, qu'on puisse en parler sereinement. Ben, en fait, honnêtement, on ne débattait pas. On échangeait. Non, on échangeait, puis j'aime même débattre, c'est pas nécessairement négatif non plus. Non, effectivement, on est en démocratie après tout, effectivement. Ben, merci beaucoup pour votre temps. Merci. All right, tout le monde, merci d'avoir suivi l'épisode. Allez nous suivre sur YouTube. Faites des likes, subscribe, allumez vos alertes là, pour vous recevoir plein d'alertes quand on a des nouveaux épisodes. Allez nous suivre sur Facebook, Instagram, sur toutes les plateformes audio. Laissez-nous des commentaires. On apprécie énormément votre appui et vos gentils mots. Monsieur Beaulieu? Peut-être juste une dernière chose. Ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez aller sur mariobeaulieu.com ou .québec. L'étude se trouve là. Vous allez dans politique linguistique fédérale avec tous les chiffres, les analyses. Puis je pense que le fédéral investisse 94% du budget des langues officielles au Québec pour l'anglais. Personne ne peut vraiment défendre ça. Alors, on va faire connaître ça au plus grand nombre de Québécois possible. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à vous d'être venus. On l'apprécie grandement. Merci beaucoup tout le monde. On se voit encore la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde. Merci, au revoir.